Bonjour à toutes et à tous, Valentin Offrant avec vous pour ce point de marché. Nous sommes jeudi 8 février 2018. Aujourd'hui, l'annonce majeure, ça va être du côté du Royaume-Uni. Il y aura la décision des taux de la Banque d'Angleterre. Aucun changement n'est attendu pour cette réunion, mais par contre, il y aura les projections économiques de la Banque centrale du Royaume-Uni qui seront publiées, dont les prévisions d'inflation. Donc, concrètement, ce rapport économique sera particulièrement important parce que, eh bien, il va faire changer la spéculation du marché. Soit le marché va anticiper une hausse des taux plus rapidement que prévu. Actuellement, la spéculation table dorénavant sur une hausse des taux pour le mois de mai, alors que qu'au début d'année, au 2 janvier, me semble-t-il, le marché anticipait une hausse des taux pour le mois de décembre-novembre de cette année. Donc voilà, ces projections devraient fortement soit accélérer la spéculation ou soit la ralentir. Mais en tout cas, ça devrait faire des mouvements sur la livre sterling cet après-midi. Donc on va s'intéresser un petit peu plus près sur les paires en livres. Je vous invite à prendre connaissance tout de suite de l'avertissement gage sur le risque. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IGF fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors au niveau de briefing d'actualité, il y en a pas mal, mais concrètement, du côté de l'Allemagne, si je devais résumer, il y a une coalition qui est formée entre le SPD et le CDU. Le SPD aurait la direction du ministère des Finances et des Affaires étrangères, mais cet accord de principe doit encore être voté par les membres du SPD d'ici 3-4 semaines. Au niveau des États-Unis, on a les leaders sénateurs qui ont trouvé un accord pour le budget fédéral américain, qui l'augmenterait de 300 milliards sur 2 années, 2018-2019. Mais la proposition doit encore être votée par l'ensemble du Sénat et la Chambre des représentants aujourd'hui, sinon il y aura un nouveau shutdown. Au niveau du pétrole, comme vous avez pu le voir, on a eu une deuxième semaine de stockage aux États-Unis, après 10 semaines de baisse des stocks, et le rapport annonce que les États-Unis ont dépassé l'Arabie Saoudite en termes de production, donc 10,25 millions de barils aux États-Unis pour les derniers chiffres, et l'Arabie Saoudite c'est 9,9. Alors attention, l'Arabie Saoudite, sa production que l'on voit là, c'est pour le mois de décembre, alors que pour les États-Unis, c'était fin janvier. Et au niveau de la RBNZ, on a un communiqué qui a été plutôt dovish. Au final, on s'attendait à un ton inchangé, mais ça a été un ton dovish. Le rapport qui a fait signe de nouvelles pressions émergentes, dont l'augmentation des prix des matières premières, surtout les softs, ce qui est l'agriculture, c'est resté plutôt stable, mais tout ce qui est métaux et énergie, comme vous avez pu le constater, c'est assez grimpé depuis ces 6 derniers mois. Donc elle a relevé ce facteur-là comme une menace pour son économie. Des marchés d'actions solides, trop solides, et une politique monétaire moins stimulante qu'auparavant. Voilà, donc elle a relevé c'est une nouvelle menace par rapport au précédent communiqué, et, euh, et elle a laissé entendre qu'elle laisserait ses taux inchangés à ses plus bas historiques, je le rappelle, jusqu'à mi-2019. Donc voilà, NZD, plutôt devise décevante depuis hier, et ça va nous permettre, je pense, d'avoir des bonnes opportunités de vendre du NZD face à des devises comme le yen sur du long terme. Donc on peut chercher un très bon niveau de résistance, étant donné que le yen n'a pas pris encore toute sa force, hein. On a vraiment une marge de progression du yen qui est extrêmement importante. Donc voilà, à long terme, on a le temps, on peut être patient, mais si le NZD yen arrive sur une résistance de long terme, ça va pouvoir être un excellent prix, je pense, à shorter pour encore une fois du long terme. Voilà donc pour ce briefing de l'actualité. On passe au résumé de la séance américaine et asiatique. On peut voir qu'on a eu un repli des marchés actions hier. Ouais, les marchés actions qui ont un peu de mal depuis une semaine. Le DXY, par contre, qui a continué ce rebond. Le rendement du 10 ans a fait un plus haut à 2,83%, mais finalement, il a clôturé stable. Le yen qui recule avec le gold qui est inchangé.
le Nikkei et le Hang Seng qui progressent. Voilà, rebond étant donné que le Nikkei et le Hang Seng n'avaient pas profité du rebond hier et le Nikkei progresse dans la lignée de la baisse du yen. Au niveau du calendrier, alors on aura le bulletin mensuel de la BCE publié à 10 heures, qui sera important, puis le rapport sur l'inflation de la Banque d'Angleterre à 13 heures. Voilà, et ensuite on aura quelques chiffres liés au chômage aux États-Unis à 14h30 et une augmentation des taux directeurs de la Banque du Mexique à 20h qui est attendue au vu de l'inflation qui est extrêmement élevée au Mexique. Voilà, on passe donc à la plateforme. Je réponds. Alors bonjour, je vais saluer la salle de training avec un petit peu de retard, mais bonjour à tous. Bonjour à vous Pierre, Ramsey que je salue également, Raymond, Franck. Pensez-vous à un rebond possible jusqu'à 91 pour le DXY? Alors on va voir ça dans un petit instant. Bonjour à vous, bonjour à tous, nous dit Franck, qui m'écoutez bien le bonjour à vous. Didier, bonjour. Olive, webinaire en direct sur la BOE. Alors, il y aura un webinaire, me semble-t-il, de Yoav cet après-midi. Alors, tac, on va regarder les séminaires. D'ailleurs, étant donné que vous êtes nombreux, vous êtes très nombreux à ce webinaire, je souhaite vous annoncer qu'il y aura un changement des programmes de webinaire la semaine prochaine. Alors, je vous rassure, celui du matin ne va pas changer, mais il y en aura davantage qui seront ajoutés à partir de la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, nous sommes donc le 8 février à 14h30. Voilà, donc ce sera une heure après le rapport d'inflation. Il y aura ce webinaire de Yoav Nizar. Voilà, et je reviendrai sur le webinaire du matin, mais ça sera d'ici quelques semaines, je vous annoncerai. Mais il y aura probablement ce webinaire du matin hein, que je fais tous les matins à 9h, qui sera décalé d'une demi-heure parce que nous allons mettre en place une newsletter et étant donné que ça prend un petit peu de temps à faire une newsletter, il sera probablement décalé d'une demi-heure. Donc faites-moi savoir si ça vous dérange, si ça ne nous dérange pas, pour savoir un petit peu si s'il ne va pas trop vous affecter. Voilà, maintenant que c'est dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Le DXY a atteint l'objectif à 90, enfin, j'ai envie de dire, avec cette fameuse divergence prix-momentum, que ce soit sur le RSI où ça se voit un petit peu plus, mais également sur un MACD. Donc voilà. Est-ce qu'il peut chercher 91? Moi, je pense qu'il peut aller chercher 91. On a encore comment dire, un petit peu de jus du niveau du DXY. Alors, je pense pas qu'on peut anticiper un rebond jusqu'à la moyenne mobile, mais voilà, 90-68, déjà, ça serait une très belle résistance. Alors, pourquoi on peut anticiper une hausse? Eh bien, déjà, on a eu hier Evans, qui est un membre de la Fed, qui est considéré comme dovish, très dovish, qui a indiqué que si l'inflation continuait, voilà, s'il y avait une hausse d'inflation, il était ouvert à une hausse plus importante des taux directeurs. Voilà, donc pour quelqu'un qui est, j'ai pas envie de dire extrêmement dovish, mais qui est l'un des plus dovish de la Fed, c'est une annonce positive pour les acheteurs du dollar. Voilà, donc ça c'est le nouveau catalyseur qui viendrait justifier une hausse jusqu'à 90-68, en plus de ce qu'on cite depuis maintenant pas mal de temps, c'est-à-dire déjà la baisse massive du dollar, l'accélération potentielle de l'inflation au vu de la hausse des salaires. Donc voilà, DXY, moi je pense qu'il a encore un petit peu de marge de progression de 90-68. Maintenant, faut pas s'attendre à ce que le dollar revienne chercher les 94-95. Moi, je pense que voilà, il ira pas chercher ce niveau de prix. Mais en tout cas, vous voyez que le momentum a clairement respiré, ce qui va permettre au final d'arriver sur un point d'entrée beaucoup plus intéressant. Vous voyez que là, il y a une résistance de momentum à peu près. Si je vais tracer sur un an, vous voyez, depuis la baisse, on a une résistance de momentum qui est par ici. Vous voyez. Alors, je vais essayer de prendre une médiane à peu près, enfin une borne haute, mais pas non plus le plus haut parce que sinon on aura une chance sur 100 que le momentum vienne chercher cette résistance. Mais on peut voir que vers cette zone-là, le résistance commence à être un petit peu tendu et on commence à avoir des points d'entrée assez intéressants d'un point de vue prix lorsque le momentum touche cette valeur à 62. Donc voilà, je dirais que concrètement, une opportunité vendeuse du dollar pourrait être donnée si le momentum arrive vers ses plus hauts, tout simplement vers ses plus hauts depuis 2017, c'est-à-dire à partir de 60. Voilà, tout simplement pour ce qui est du DXY.
Beaucoup de coupures de son, nous dit Pierre. Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer, chers auditeurs et auditrices, que le son fonctionne bien pour voir si c'est un problème de chez notre ami Pierre ou si c'est un problème de chez moi. C'est bon, son ok. Alors, son haché. Très bien. Alors, enfin très bien. Ah oui, je vois. Alors, je vais faire un petit test de son, si vous me permettez. Alors, je vois. Alors, je ne sais pas beaucoup. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais ça va mieux. Au début, c'était coupures, rien de grave. Très bien. Bon bah, écoutez, c'est le principal. Si ça va mieux maintenant, n'hésitez pas à me le dire s'il y a des nouvelles coupures. Je vais voir ce que je pourrais faire. Bon, en tout cas, merci pour votre feedback. Alors, donc le DXY concrètement, moi je garde une opinion haussier. La bonne nouvelle, c'est l'or également qui est venu toucher son objectif à 1311. Est-ce qu'il peut aller toucher 1300? Oui. Oui, si DXY continue à progresser jusqu'à par exemple 90,68, il y a des chances que l'or vienne chercher 1300. Mais en tout cas, déjà, notre objectif a été largement complété. Je pense que voilà, celui-là, il a été plutôt bon, même très bon, hein. On est rentré vers 1347. Donc ça faisait 19 $ de risque pour 35 de gain. Donc ce qui fait un ratio de 1,5 à peu près, un peu plus d'1,5 à 1,75, ce qui est plutôt bon. Euh, voilà donc pour ce qui est du gold, l'AUD est venu, vous voyez, toucher cette moyenne mobile de 100 jours. Est-ce que l'AUD peut encore baisser? Oui, moi je pense qu'il peut aller chercher les 61,8, mais avant de vous précipiter à shorter l'AUD, attendons de voir les autres devises comme l'euro-dollar qui vient toucher les 1,2230. Voilà, l'objectif, encore une fois, d'achat dollar est payant sur les paires majeures. Donc l'euro-dollar objectif validé, est-ce qu'il peut aller plus bas? Oui. Moi je pense que l'objectif c'est qu'il aille chercher cette moyenne mobile à 50 jours. Ensuite, je pense que le potentiel baissier sera assez limité, que le risque, on va dire que le potentiel de baisse sera trop risqué pour l'entreprendre, tout simplement pour l'exploiter. Voilà, donc dès qu'il a cherché la moyenne mobile à 50 jours, c'est possible que l'euro-dollar ait cherché sa baisse, encore des points plus bas, mais je pense que ça sera assez risqué de se positionner, donc je préfère pas avoir une opinion non plus trop ambitieux. Donc voilà, déjà s'il vient chercher cette moyenne mobile à 50 jours, ce serait déjà très bien. Le GBP, bon moi je suis baissier sur du court terme, direction la moyenne mobile à 50 jours. Voilà, je pense que le GBP c'est un petit peu trop enflammé ces derniers temps. On a eu une spéculation, on a eu spéculation sur la hausse des taux de la BOE, on a également la baisse du dollar qui a justifié cette hausse. Donc voilà, on a eu un petit peu de tout. On a eu un petit peu de tout, hein, même les indicateurs macroéconomiques qui ont été plutôt pas bons, mais je dirais meilleurs qu'auparavant, qui ont soutenu cette hausse. Donc voilà, une petite phase de respiration, un retour à MNB 50 jours avant de s'intéresser aux positions acheteuses, me semble la moindre des choses. Le NZD, il a touché cette moyenne mobile, l'objectif pareil a été atteint. Est-ce qu'il peut aller plus bas? Alors moi je pense qu'il peut revenir tester cette moyenne mobile. Il peut revenir tester cette moyenne mobile. Vous voyez que le momentum est encore baissier. Donc voilà. Moyenne mobile à 200 jours, ça peut être encore un objectif. Le SD4, je pense qu'il peut venir chercher cette moyenne mobile à 200 jours également. Donc sortie du range. Pourquoi? Parce que si vous regardez le Brent et le Brut, eh bien ils ont chuté. Ils ont chuté suite à l'annonce, hein, comme quoi les États-Unis produisent plus de pétrole que l'Arabie Saoudite, 10,25 millions de barils par jour. Donc voilà, ça fait pression. On a finalement cette baisse qui pourrait intervenir après plus de 6 mois de hausse, 7 mois de hausse sur les cours de pétrole. On a de nouveau les plateformes de forage en activité aux États-Unis qui augmentent. Ça fait à peu près 2 mois. Et donc il y a une latence sur les prix. Hausse des plateformes, ça fait pression. Donc concrètement, on a pas mal de catalyseurs à court terme qui viendraient menacer le pétrole. Je le répète, la hausse des plateformes de forage en activité, la hausse de la production aux États-Unis qui dépasse celle de l'Arabie Saoudite. Donc concrètement, les États-Unis deviennent les producteurs numéro 2 après la Russie et devant l'Arabie Saoudite. Voilà, donc hausse des stocks aux États-Unis, hausse de la production, hausse du nombre de plateformes d'activité. Donc concrètement, voilà, c'est un catalyseur qui, comme on l'a vu hier, a menacé le cours et qui, je pense, pourrait continuer à le menacer sur du court terme. Donc, je pense que le Brent, là, il est à 65 $. Si on a une clôture en dessous de 65, et si on a une clôture
si on a une cassure de cette oblique qui matérialise très bien la tendance haussière, vous voyez, elle vient chercher tous les points bas depuis le début du, on va dire, du bull market, hein. Et bien, si on a une cassure de cette oblique, c'est un nouveau signal baissier, direction les 60. Mais moi, je pense que concrètement, en swing, le Brent peut aller chercher 60 et le brut. Le brut, c'est un petit peu plus brouillon en ce moment. C'est pour ça que je regarde un peu plus le Brent. Mais vous voyez que si on met les retracements, concrètement 38,2, ça donne les 57 dollars. Donc déjà, si le brut vient chercher les 60, ça serait déjà une bonne nouvelle. Mais donc le CAD, je pense qu'il a plutôt une perspective baissière sur le court terme, alors que le DXY, encore une fois, c'est plutôt haussier. Donc le SD4, il y a des fortes chances qu'il vienne chercher cette moyenne mobile, voire même un peu plus haut. Et l'USD-CHF, notre scénario. Scénario USD-CHF qui a été indiqué donc mardi 6 février, donc il y a 2 jours. Direction les 0,95 et encore une fois valide. Donc voilà, on avait eu un premier signal, c'était mardi la semaine dernière. C'était un signal un peu précoce sur le dollar. Alors, le dollar il est un peu plus latent au niveau de ces signaux techniques, j'ai l'impression. Mais donc concrètement l'objectif il est presque atteint, il devrait être atteint je pense d'ici les prochaines séances. On a plus beaucoup d'aversion au risque, donc le franc suisse a un potentiel aussi assez limité, alors que le dollar encore une fois rebondit. Donc voilà, super performance du dollar face au franc suisse, direction 0,95 voire même plus haut 0,96 me semble un objectif possible. Mais dès qu'il vient chez 0,95, ce qui est sûr c'est qu'il faudra mettre son stop à son point d'entrée pour anéantir le potentiel de perte et prendre une partie des bénéfices à ce seuil psychologique. Et ensuite, pourquoi pas laisser courir la position. Donc, vous voyez que la MACD, vous voyez, ça y est, c'est croisé. Il y a la divergence haussière. On n'a pas de signaux baissiers. On n'a aucun signal. Donc voilà, je ne vois pas pourquoi je partirais short sur l'USD-CHF. Et l'USD-Yen, bon, il a un petit peu plus de mal, l'USD-Yen, mais vous voyez que le momentum a encore une marge de progression. Donc je pense que voilà, les 110, déjà pour ceux qui étaient rentrés un petit peu plus bas en début de semaine, les 110 c'est le premier objectif, et ensuite c'est la moyenne mobile à 200 jours. Alors je vends depuis hier à fort levier NZD USD, avez-vous toujours une conviction vers 0,71? Alors 0,71, oui, moi je pense que ça sera atteint. Ça sera atteint au vu du statu quo de la RBNZ. On a ce dollar qui vient faire pression sur les devises majeures. Donc 0,71, oui, ça me semble possible. Après, il faut pas exclure le potentiel rebond sur la moyenne mobile à 50 et 200 jours, vous voyez, qui coïncident ensemble vers les 0,71, 50. Sur le graphique hebdo, vous voyez que on a une moyenne mobile à 50 semaines à 0,71, 20. Donc là, on arrive quand même sur une forte zone, j'ai envie de dire, de support. Alors c'est possible qu'on vienne chercher les 0,71, oui. Maintenant, on aura probablement un momentum qui va clairement ralentir. Donc voilà, je reviens sur le NZD Yen. Donc ça c'est l'objectif qui a, voilà, hop, on peut l'enlever. NZD Yen, vous voyez qu'on a une forte zone de résistance autour des 83,50. Donc concrètement sur du long terme, moi je pense que ça serait intéressant de se positionner à la vente vers ce niveau de prix. Si on a un retour à ce niveau de prix, même si c'est dans 2 mois, on pourra s'intéresser à se positionner à l'achat. Voilà, alors je regarde vos questions sur le FX avant de passer aux indices. NZD CAD. Alors NZD CAD en ce moment ça doit être, alors j'ai pas regardé mais je pense que ça doit être pas très intéressant. Est-ce que NZD CAD on peut envisager un retour à 0,90? Oui, mais je pense que le scénario va être plus long que prévu. Parce que voilà, le NZD, je pense que la spéculation sur une hausse du NZD va chuter d'ici les prochaines séances, alors que le marché anticipait majoritairement une hausse des taux d'ici la mi-2018. Au vu du dernier communiqué, je pense que ça va être reporté à fin 2018, début 2019. Donc au final, le dollar néo-zélandais devrait s'apprécier plus lentement que prévu. Donc voilà, honnêtement, je pense pas que le NZD4 soit très intéressant sur du court et moyen terme.
Voilà, si vous voulez acheter du NZD, à la rigueur, ça peut se faire. Écoutez, je pense pas que ça peut se faire en fait l'achat NZD, même sur du long terme. Ça sur du court terme, ça me semble assez compliqué. Sur du moyen terme également, sur du long terme. Mis à part le CAD ou le dollar sur du long terme, face au CAD ou au dollar, pardon, je vois pas comment on pourrait acheter le NZD. Et pour le vendre, bah, c'est plutôt simple. On peut le vendre face à l'euro, face à l'euro sur du moyen long terme, face au yen sur du long terme exclusivement, et sur du court terme face au dollar. Voilà, tout simplement. Quelle influence après l'intervention de Philippe Lowe? Eh bien, l'influence est plutôt baissière, hein, on lit sur le dollar NZD comme l'a souligné le rapport, hein. Rapport plutôt dovish, le ton était clairement dovish. Ouais, maintenant je pense pas qu'on peut rentrer dans un bear market sur le NZD, mais ça mène à croire en tout cas qu'on va avoir une sous-performance du dollar NZD d'ici les prochaines séances. En tout cas, moi ma conviction à court terme, c'est vraiment haussier dollar. C'est haussier dollar. Donc voilà, NZD, l'euro, le GBP devraient se retrouver sous pression, même tous les autres devises majeures. Dovish égale baissier, voilà. Un ton Dovish, s'il n'a pas été pricé, ça a un impact baissier. Encore une fois, tout est une question d'anticipation. Si le marché s'attend à un ton Dovish, il a déjà intégré au prix cette annonce. Donc si ça se confirme, il n'y a pas réellement de mouvement. Par contre, dans ce cas, hein, pour la RBNZ, on anticipait des taux, enfin le marché anticipait des taux inchangés, avec communiqué inchangé. Or, ce n'était pas le cas. Comment vous savez quand c'est pricé? Eh bien, on le voit déjà par l'action du prix et par les probabilités. Par les probabilités, tout simplement. Par les marchés obligataires également, s'ils se tendent, sur quel actif, si c'est vraiment local ou si c'est global. Voilà, on le voit par un tas d'indicateurs. Et on le voit par les sondages d'analystes, par les institutionnels. Parce que c'est pas vous, c'est ni vous ni moi qui faisons les tendances sur le forex. C'est bien évidemment les hedge funds et les banques. Donc donc voilà, ce que pensent les banques, ça a un impact presque direct sur les tendances. Voilà, donc si vous savez ce que pensent les banques, eh bien vous avez quand même pas mal d'informations. Voilà donc pour ce qui est du NZD. Concrètement à court terme, je pense que c'est une devise qui peut se vendre, même sur du moyen terme, donc à moyen terme face à l'euro, à court terme face au dollar. Voilà, donc NZD USD, oui, 0,7150, 0,71 me semble être des cibles vraiment intéressantes. Et pour du moyen terme, si on regarde l'euro NZD, on voit qu'il consolide dans cette phase de respiration. Euh, alors, à 23,6, si on a un retour à 23,6, ça pourrait être intéressant pour passer à l'achat et viser les 1,75. Pour du moyen terme, encore une fois. Pour du moyen terme, pourquoi? Eh bien parce qu'on vise tout simplement une super-performance de l'euro. Si on a une baisse du dollar, on aura une super-performance de l'euro face aux autres devises majeures, à l'image, si vous regardez un petit peu l'euro NZD, si vous regardez l'euro CHF, si vous regardez l'euro yen, l'euro JBP. Bon, l'euro JBP c'est un peu plus compliqué, mais si on regarde l'euro CAD, vous voyez que l'euro face, je dirais, à toutes les devises majeures, à part le JBP, dans le fond, c'est une tendance haussière. Donc, faut chercher des points de repli assez intéressants pour se positionner à l'achat sur du moyen terme. Voilà, on fait un suivi de tendance continuellement. Voilà donc, en résumé pour le Forex ce matin, le DXY qui a atteint l'objectif. Est-ce qu'il y a encore un potentiel haussier? Oui. Donc on maintient, je pense, les positions vendeuses sur l'euro dollar jusqu'à la moyenne mobile à 50 jours.
Le GBP, je pense qu'il peut se vendre jusqu'à cette moyenne mobile à 50 jours, encore une fois. Mais attention, on a le rapport de l'inflation. Alors le rapport de l'inflation peut autant être une menace qu'une opportunité, donc ne soyez pas trop exposés, je dirais, ou en tout cas pas trop en intraday sur le GBP. Le NZD 0,71, USD CAD, on vient chercher la moyenne mobile à 100 jours, voire même au-dessus. Alors, voire même au-dessus, j'ai pas envie de vous dire un multi parce que j'ai pas réellement de conviction, mais en tout cas la tendance est haussière. C'est pour ça que je fais abstrait de stratégie dont je ne bénéficierai pas en cas de hausse de l'USD CAD, mais bon, voilà, j'ai pas, je pense qu'on est assez gâté sur l'euro dollar, sur le gold, sur le SSHF pour faire abstrait des autres paires, parce qu'il faut pas trop non plus acheter le dollar face aux paires majeures, sur tous les paires majeures. Ne vous dites pas que si vous achetez, si vous vendez l'euro dollar, vous vendez le GBP, vous vendez le GBP USD, vous vendez le NZD USD, vous vendez la UD USD. Ne vous dites pas qu'en faisant ça, vous êtes diversifié. Voilà, parce que en fait, vous revenez à vendre toutes les devises, sauf le dollar. Vous vendez toutes les devises, mais vous achetez le dollar. Donc au final, ça revient à acheter du DXY, plus ou moins. Sauf que le DXY n'est pas pondéré de la même façon. Mais voilà, si vous voulez vendre toutes les paires majeures, enfin si vous voulez vendre au bénéfice du dollar sur toutes les paires majeures, autant acheter une fois le dollar et comme ça le DXY, comme ça au moins voilà, vous êtes fixé, vous êtes que sur une paire, vous payerez probablement moins de spread et votre risque sera le même. Donc voilà. DXY, si vous voulez acheter le DXY, si vous voulez acheter le dollar face aux devises majeures, face à l'ensemble des devises majeures, autant acheter du DXY. Bon après le DXY, il faut savoir qu'il y a l'USD CAD est très peu présent, tout comme le SDCHF ou la UD-USD. Voilà, donc si vous achetez par exemple, imaginons un lot de chaque paire majeure, vous aurez une pondération un peu plus équitable que sur du DXY, parce que le DXY, je vous rappelle, c'est 50% de l'euro-dollar. Voilà. Bref, ne vous surexposez pas trop non plus à l'achat sur dollar, c'est un petit peu l'astuce, le conseil que je vous donnerai quand même ce matin. Au niveau des indices, alors stabilisation des indices sur les niveaux de prix actuels, opportunité ou menace. Alors moi je pense que dans le fond, à moyen terme, c'est une opportunité. Lorsqu'on regarde un petit peu le VIX il est baissier. Alors hop, on va regarder sur la plateforme. TradingView ça allait plus vite. Oula. Alors j'ai l'impression que la plateforme a un problème. Ou alors... Ah d'accord, j'ai été déconnecté. Alors maintenant pour retrouver... Bon, tant pis, on va pas regarder le VIX sur TradingView, on va regarder le VIX sur la plateforme Pro Real Time. Où est le VIX en ce moment? Le VIX baisse, vous voyez, il est à peu près à 20. Le VIX il baisse. Donc baisse du VIX, normalement, on a une hausse des marchés actions, en tout cas on peut voir par rapport à la clôture d'hier du futur, du contrat futur, on a une hausse du CAC 40, que ce soit au CAC, que ce soit en Asie, l'Eurostoxx ou le S&P, le futur. Donc, voilà. Est-ce qu'on a fait le point bas? Moi, je pense qu'on peut attendre le S&P revenir à 2005. Ça me semble possible qu'il revienne à 2005. Voilà, maintenant, je ne suis pas certain. En tout cas, ce qui est à noter, c'est que le S&P a retracé l'intégralité de sa performance du mois de janvier. Ouais, qui revient actuellement à son prix de clôture 2017. Donc, c'est comme un peu s'il y avait un mois de perdu sur le S&P. Voilà, donc, il revient sur un niveau de prix peut-être intéressant. Maintenant, je vous avoue que ce qui m'inquiète un petit peu, c'est le marché obligataire. C'est le marché obligataire parce que si on regarde le T-Note, donc hebdomadaire, alors on le voit pas très bien ici. J'ai envie de regarder le rendement du 10 ans, mais bon, la plateforme n'a pas l'air de vouloir fonctionner chez moi ce matin. Donc, en fait, on peut voir que le marché obligataire se tend. Il se tend. On a quand même des supports qui sont brisés. Vous voyez que le clôture 2017, on est en dessous. On est au-dessus des... le T-Note est un plus bas depuis 2011. Donc on a quand même un marché obligataire qui se tend. Un marché obligataire qui se tend, c'est néfaste pour les marchés actions. Donc en fait, tout va dépendre, on va dire, du futur proche
du marché obligataire. Si les rendements continuent à progresser, on a vu le T-note, le 10 ans à 2,80%, s'il continue à augmenter ce rendement, on va avoir un marché action qui va se tendre de plus en plus. Donc voilà, moi c'est un petit peu ce rendement que je surveille, et plus en particulier tout le marché action, hein, le Bund, pareil, hein, le Bund qui atteint un plus bas depuis 2014 me semble-t-il, 2015. Donc voilà, c'est un petit peu global, hein, cette pression sur le marché obligataire. Le Bund qui casse cette moyenne mobile à 200 jours pour la première fois depuis 2008. Donc voilà, ça n'indique rien de bon. Maintenant, je pense que c'est trop tôt pour dire que ce qu'on va connaître sur le marché action, ça va être un crack. Mais en tout cas, c'est clair que ça donne pas un avis très positif à court terme sur le marché action. C'est pour cela que je pense que bien que S&P ça soit intéressant de se positionner à l'achat actuellement sur du moyen long terme, les 2005 me semblent être un niveau de prix qui pourrait être atteint d'ici les prochaines séances. 2005, si on regarde, c'est juste en dessous de la moyenne mobile à 200 jours, et sur l'hebdo, vous voyez que c'est la moyenne mobile à 50 semaines. Donc c'est quand même un niveau de prix très important. Donc voilà, moi je pense que c'est possible d'attendre un retour du VIX, du S&P à 2005. Si tel est le cas, l'Eurostoxx devrait consolider près des niveaux actuels. Parce que le S&P c'est un petit peu le moteur actuel. On l'a vu, si le S&P baisse, il faudrait que l'euro baisse pour qu'on ait un potentiel haussier. Mais si on a l'euro qui monte et que le S&P baisse, on n'a aucune chance, presque aucune chance, pour que les marchés actions européens progressent. Voilà, et étant donné que 2017, ça devrait être une année quand même plutôt positive sur l'euro, si on n'a pas d'aide venant de Wall Street, si on a une consolidation à Wall Street, on aura une consolidation alors, voire même un repli sur les marchés actions européens. Là où les indices européens vont superformer, c'est si on a une baisse de l'euro et une hausse des marchés actions américains. Là, on a une réelle superperformance qui a généralement lieu sur les indices zone euro. Un petit mot sur le dos. Alors, Olive, probablement, le mot sur le dos, c'est un petit peu le même que, enfin, c'est le même que sur le S&P, avec le dos a parfaitement rebondi sur cette moyenne mobile à 200 jours. On a un RSI qui est revenu à des niveaux très bas, donc un momentum plutôt faible. Maintenant, il est en dessous de 25 000. Il est à son prix de clôture 2017. Moi, je pense encore une fois qu'à moyen long terme, c'est intéressant de se positionner à l'achat actuellement, parce que en soi, on est quand même 6% plus bas que les prix d'il y a à peine 2 semaines. Donc ça reste quand même intéressant. Et sur de l'hebdo, vous voyez que on a cette moyenne mobile à 20 semaines qui est relativement proche, qui n'a pas été dépassée depuis l'élection de Donald Trump. Donc tant qu'elle n'est pas dépassée, j'estime que le potentiel il est haussier. Il est haussier tant que le cours se situe au-dessus de cette moyenne mobile à 20 semaines et au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, qui elle aussi n'a pas été dépassée depuis l'élection de Donald Trump. Donc j'ai envie de dire, tant que la moyenne mobile à 200 jours n'est pas cassée, ou que la moyenne mobile à 20 semaines n'est pas cassée, je dirais que la tendance reste haussière et que le risque est assez limité. Maintenant, si on a une cassure de ces deux moyennes mobiles, il faudra commencer à s'inquiéter, à oublier, je pense, les stratégies acheteuses à court terme et envisager un repli beaucoup plus important. Voilà un petit peu mon opinion sur les indices américains. Et pour le Nasdaq, c'est pareil. Vous voyez qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Sur l'hebdo, on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines, qui elle aussi n'a pas été dépassée depuis l'élection de Donald Trump à peu près. Donc voilà, tant qu'elle n'est pas cassée, je dirais que le potentiel baissier est très limité. Voilà mon opinion pour les marchés actions. On a fait les matières premières. Alors le CAC DAX, je vais donner quand même des niveaux intraday. Alors faites attention parce que sur un intraday c'est assez volatile. Regardez un petit peu. Hein. Vous voyez que les grandes bougies c'est très volatile. Même hier ça l'était. Donc voilà, faites attention. Plus c'est volatile et moins les supports et résistances sont fiables. Là on a une forte zone de résistance. C'est le prix de clôture 2017. C'est une résistance technique 5965. C'est également la moyenne mobile à 200 séances. Donc là on a une forte zone de résistance. Si je devais l'illustrer, vous voyez, pour bien la faire voir, elle est ici.
Voilà, donc moi je dirais de prendre des bénéfices. Si vous êtes en intraday, honnêtement, la prise de bénéfices, ça se fait vers les 5275. Voilà, 5275, prise de bénéfices et un très bon niveau de support sur du court moyen terme aux alentours des 5000, 5089, 5100, 5089. Voilà, donc si je devais illustrer ce niveau de support. Voici. En intraday, vous mettez des points pivots, mais en swing trading, voilà. Moi, personnellement, je trouve ce niveau de support à court terme intéressant et ce niveau de résistance comme un objectif de prise de bénéfice pour du court terme, intraday et court terme. Et c'est pareil pour le DAX. Hein. Vous faites la même chose sur le DAX. Donc le DAX, vous avez cette résistance à 12 800, vous voyez. 12 800 à 12 650, c'est une zone de résistance. Et le support qui est entre 12 140 et 12 000. Alors, peut-on se dire que le T-Note est la rêve des marchés obligataires? Est-ce que s'il baisse, les indices vont baisser? Alors, c'est pas la référence, mais c'est un indicateur, oui, très très important. En fait, faut regarder ça d'un point de vue global. Certes, Wall Street, vous savez que dans le Wall Street, c'est quand même euh, le pays, enfin les États-Unis, c'est le pays où il y a le plus de marché actions et c'est le pays où les marchés actions sont le plus importants. Maintenant, le marché de la dette, il est important un peu partout, que ce soit en zone euro, aux États-Unis ou en Asie. Et le T-Note, oui, certes, c'est un indicateur très très important, mais pour évaluer le marché global, je dirais qu'il faut prendre au moins un rendement de chaque région, parce que en zone euro, l'endettement est quand même aussi important, et en Asie également. Donc j'ai envie de dire que le T-Note ne suffit pas pour donner un point de vue global du marché obligataire. Donc faudrait regarder également avec le Bund. Le Bund est l'obligation d'État japonaise à 10 ans. Voilà, Olive. À savoir que le marché obligataire japonais, dès qu'il se tend, c'est assez... ça veut dire que c'est très tendu. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que on a... alors, je ne connais plus les chiffres récents, mais c'est à peu près... Alors, il me semble, hein, 70-80% de la dette japonaise qui est détenue par les Japonais. Donc ça veut dire que si le marché obligataire japonais se tend, c'est-à-dire que même les Japonais doutent du de leur dette, tout simplement. Voilà, donc dès qu'on a un marché japonais qui se tend, c'est là où voilà, faut commencer à vraiment s'inquiéter. Et c'est pour ça que la banque aussi du Japon rachète à quantité illimitée les obligations d'État japonaises à 10 ans, arrivant à un taux fixe de 0,11%. Voilà, donc c'est pour ça que, vous voyez que j'ai le T-Note et le Bund. L'État japonais, il est, alors personne le trade, donc et puis on l'a pas, il est pas chez IG, alors je ne sais pas qui le propose, hein, mais voilà, le Bund et le T-Note c'est les deux plus tradés. Et vous voyez que, bon, vous voyez que les deux baissent depuis quand même pas mal de semaines. Alors j'ai des questions. Alors le gold me dit James. Alors le gold, encore une fois, comme j'ai dit, l'objectif a été atteint. On est à 1310. Est-ce qu'il peut aller plus bas? Oui. Direction 1300. Vous pensez quoi de la paire AUDN? Alors pourquoi, excusez-moi, le gold, pourquoi aller chercher 1300 et pourquoi il baisse? Tout simplement parce qu'on a un retour petit à petit de l'appétit pour le risque. On peut voir qu'on a le yen qui ne progresse pas réellement, qui perd du terrain ce matin. On l'a vu, le yen index. On a le franc suisse, c'est pareil. On a le marché obligataire qui en intraday qui se stabilise, et même pas en intraday, c'est depuis, vous voyez, depuis le début de la semaine, concrètement, il se stabilise. Il n'a pas fait de plus bas. Donc voilà, concrètement, on a des marches, des actifs d'aversion au risque qui ne s'apprécient pas réellement, qui ne s'apprécient pas. Ça veut dire donc qu'on a un retour petit à petit de l'appétit pour le risque, et donc le gold forcément aussi, eh bien, matérialise très bien euh, l'appétit pour le risque qui revient.
quelle solution à terme pour la dette japonaise? Alors, moi, je ne suis pas un expert, là-dedans, mais bah, le problème, c'est que c'est une politique de relance, hein, enfin, le problème. C'est pas forcément un problème, ça dépend le point de vue. L'économie, vous savez que l'économie, c'est assez relatif, mais la solution, c'est vrai que le Japon est un pays très endetté, hein, quand même. 200% de son PIB, me semble-t-il, plus de 200% de son PIB. Donc voilà, c'est quand même un pays assez endetté. Euh, la solution, alors moi, je pense que s'il y avait une solution simple, elle serait déjà appliquée. Je pense que c'est un tout. Il y a une politique de relance, donc forcément la politique de relance repose généralement sur l'endettement pour relancer l'économie. Euh, donc, voilà, je pense que la solution, elle est assez pour limiter la dette. Bien, faudrait que l'État investisse moins. Mais si elle investit moins, il y aura normalement, en théorie, moins de croissance. Et s'il y a moins de croissance, il y a moins d'inflation. S'il y a moins d'inflation, le risque, c'est qu'il y a une déflation. S'il y a une déflation, on a une perte de la croissance, enfin on a une baisse de la croissance, enfin généralement ça entraîne une baisse de la croissance. Si on a une baisse de la croissance, vous doutez bien que ce n'est pas génial. Donc voilà, je pense que la solution n'est pas simple. C'est voilà, je pense qu'elle n'est pas très simple. Donc là, UDN, je reviens à Ramsey, hein, excusez-moi, je pris un peu de temps à répondre. Donc là, UDN, bon, vous voyez que la UD sous-performe face au yen à court terme, ce qui montre bien la force du yen, hein, c'est depuis le début de l'année, vous voyez. Depuis le début de l'année, on a un yen quand même qui est assez fort. Néanmoins, là, il est revenu sur un niveau de support. Alors, que faire sur la des yen? Moi, je pense qu'il y a, honnêtement, j'ai pas de conviction, hein, je vous le dis tout de suite. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire sur la des yen. Parce que l'AUD, concrètement, il est baissier en ce moment. L'AUD qui est corrélé à l'or qui est baissier. Si vous regardez l'AUD yen, baissier. L'AUD NZD, plutôt baissier depuis, pareil, la fin janvier. L'AUD CHF, c'est baissier. Voilà, donc acheter de l'AUD, ça me semble risqué, mais en même temps, acheter du yen, quand on voit le potentiel haussier de l'USD yen, c'est-à-dire baisse du yen, hein, l'USD yen, l'euro yen, pardon, l'euro yen haussier, donc c'est-à-dire que le yen est baissier. Si on regarde le GBP yen, oula, GBP yen pareil c'est haussier. Donc voilà, acheter le yen à court terme ou l'AUD ne me semble pas des bonnes stratégies. Donc l'AUD yen à court terme ne me semble pas vraiment intéressant. Maintenant à long terme, je préfère privilégier l'achat yen plutôt que l'achat AUD. Euh, donc le yen, pour moi, l'AUD yen, on va dire, s'achète à court moyen terme sur les 85 et à long terme, je pense que l'AUD yen se vend très bien au niveau des 90. À long terme, on peut shorter les 90 pour jouer la surperformance du yen. Et à court moyen terme, on peut payer l'AUD face au yen en anticipant un rebond du dollar, un rebond de l'or et une baisse du dollar US. Tout simplement. Parce que si on a une baisse du dollar US, c'est pas le yen qui va le plus en profiter, c'est l'euro et l'AUD. L'euro et l'AUD. Voilà. Donc moi, je dirais qu'à court moyen terme, AUD yen, intéressant d'acheter à 85, direction les 90, mais il faudra être patient. Il y a 90 sur du long terme, je pense que c'est la zone où il faut prendre ses bénéfices et commencer à s'intéresser aux positions vendeuses. Voilà un petit peu pour nos opinions AUD yen. Bon écoutez, j'ai répondu à toutes les questions, moi je n'ai plus rien à rajouter. Ah, un mot sur l'euro GBP. Excusez-moi. Mon sentiment sur le GBP, bien écoutez, tout va dépendre des projections économiques, hein, qui seront publiées tout à l'heure. Moi, je ne sais pas ce qui va être dans le rapport. Hein. Je ne peux pas, enfin, j'ai pas réellement de boule de cristal. Enfin, j'en ai même pas du tout. Mais voilà, donc le GBP, comment il va réagir en intraday, honnêtement, je ne sais pas.
Par contre, ce qui est sûr, c'est que l'euro GBP est inscrit dans un pseudo canal baissier. En fait, c'est plutôt un biseau descendant et qui aboutit généralement à une cassure à la hausse. Hein, mais bon, on a un biseau. On est également dans un range à peu près entre 0,90 et 0,87. Donc là, on a une forte zone de résistance. C'est la moyenne mobile à 200 jours. C'est également le haut du biseau et c'est également le prix de clôture de 2017. Donc là, on a une forte zone de résistance qui mène à croire qu'on aura une sous-performance de l'euro. Donc l'euro GBP, j'aurais plutôt une opinion baissier sur du court terme en direction des 0,8750. Seuil sur lequel je prendrai des bénéfices, je n'anticiperai pas une sous-performance de la livre plus importante que ce niveau de prix. Enfin, tout va dépendre concrètement du rapport d'inflation. Si on a un rapport d'inflation qui est positif, c'est-à-dire que l'inflation, la BOE qui anticipe une inflation plus élevée que ses précédentes prévisions, dans ce cas-là, ça sera oui bullish pour le GBP. Bullish GBP et l'euro GBP pourrait très bien s'enfoncer sous 0,88, 0,8750. Mais voilà, tout va dépendre concrètement du rapport. Alors quand un biseau se croise, un biseau se, bah, quand un biseau se croise, c'est-à-dire que le cours est sorti du biseau. Donc c'est le cours, c'est le signal entre le cours et la figure technique qui est intéressant. Un biseau ascendant aboutit généralement à une cassure baissière et un biseau descendant à une cassure haussière. Donc, faut s'intéresser à cette résistance, surtout. Faut regarder cette résistance qui est globalement plus fragile que le niveau de support. Voilà un petit peu pour ces informations. Donc voilà pour le GBP, honnêtement, tout va dépendre du rapport d'inflation. J'espère que vous l'aurez compris. S'il y a des prévisions qui sont relevées à la hausse, ce sera positif pour le GBP et à l'inverse, négatif. Voilà, écoutez, merci à vous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Et comme d'habitude, je vous donne rendez-vous demain, même heure, pour le prochain point de marché. Excellente journée à vous et à demain.